Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, dans le courrier que vous nous avez adressé pour préparer ce débat, Monsieur le Premier ministre, vous parlez du choix qui s'offre à nous, soutenir ou non votre plan d'austérité de 50 milliards d'euros, comme d'un grand moment de vérité. La France, la gauche vivent en effet des heures cruciales. Et avec mes collègues du groupe CRC, nous n'avons pas l'habitude de fuir nos responsabilités. Je veux donc vous dire la vérité telle que nous la voyons. Méfiez-vous des demi-vérités, dit le dicton. Vous avez peut-être mis la main sur la mauvaise moitié. C'est malheureusement ce qui vous arrive, Monsieur le Premier ministre. Votre diagnostic, comme vos remèdes, sont emplis de fausses évidences, de constats erronés, de tous ces dogmes libéraux qui nous ont conduits dans le mur et nous enfoncent chaque jour un peu plus dans la crise. Le pays a déjà payé très cher ses recettes empoisonnées. Il s'affaiblira très gravement encore avec la dose de cheval que vous entendez lui administrer. Non, les 50 milliards d'euros de coupes drastiques que prévoit votre plan dans les services publics de l'État, dans les remboursements et les prestations de la sécurité sociale et dans les budgets des collectivités locales ne sont pas un pari sur l'avenir, pas un tremplin pour le redressement de la France. Bien au contraire, il s'agit simplement d'un de ces dramatiques plans d'austérité imposés dans toute l'Europe, un de plus, et cette fois le plus violent jamais imposé à la France. Ces plans qui, loin de résoudre les problèmes, appauvrissent le pouvoir d'achat populaire, saignent les capacités productives et les ressources et font finalement exploser la dette et le chômage qu'ils prétendent réduire. Vous parlez d'emploi, de croissance, de compétitivité, mais ce ne sont avec de telles recettes que des vœux pieux. Vos recettes ne marchent nulle part. Des économistes de toute l'Europe, de plus en plus nombreux, le disent. Les peuples d'Europe crient partout leur colère. L'Europe est enlisée, noyée, asphyxiée sous les coups de cette austérité aveugle et brutale. Votre propre parti, Monsieur le Premier ministre, le reconnaît, qui prétend mener sa campagne européenne sur le thème « L'austérité en Europe est une erreur ». Alors dites-moi, Monsieur le Premier ministre, pourquoi nous devrions voter ici ce contre quoi nous allons voter le 5 mai? En tout cas, en ce qui nous concerne, avec le Front de gauche, nous ne pratiquerons pas le grand écart le 25 mai entre les paroles et les actes. Ici, nous ne voterons pas ce plan, même si nous n'allons pas voter. Nous ne l'approuvons pas pour deux raisons fondamentales. La première s'énonce clairement, ce plan n'est ni efficace ni juste. Vous nous invitez à la vérité, mais vous ne la dites pas aux Français. Vous assénez une nouvelle fois, comme la droite, et on vient de l'entendre avec M. Jean Arthuis, que la baisse du coût du travail ferait baisser le chômage, que le zéro charge pour le SMIC sera une puissante incitation à l'embauche, et vous justifiez les 45 milliards de nouveaux allègements pour le capital. La vérité, c'est que le résultat sera l'exact inverse de ce que vous nous annoncez. Pourquoi? Parce que votre plan va continuer à déprimer la demande et empêchera la reprise de l'activité. Comment voulez-vous que les investissements publics nécessaires à la relance industrielle, à la mutation du système productif, à la transition écologique soient au rendez-vous quand vous amputez les crédits de l'État de 18 milliards d'euros, ceux des collectivités locales de 11 milliards d'euros alors que ces dernières tirent une part grandissante de l'investissement public? Comment voulez-vous soutenir la demande quand vous reniez le pouvoir d'achat de la majorité des Français, déjà largement amputé par la hausse de la TVA et demain plus encore par la réduction drastique de plus de 20 milliards d'euros des moyens de la couverture sociale de l'ensemble de nos concitoyens? Tout cela sapera en vérité les fondements d'une reprise économique durable. Comment pouvez-vous affirmer aujourd'hui que les 45 milliards que vous offrez au patronat, sans contrepartie, sans aucun nouveau droit pour les salariés de contrôle, sans réduction du pouvoir des actionnaires financiers, sans réforme de justice fiscale, sans moyens de lutte supplémentaires contre la fraude et l'optimisation fiscale, comment pouvez-vous affirmer qu'ils serviront cette fois l'emploi? Vous ne pouvez pas plaider l'ignorance. Il suffit de regarder en arrière, de faire le bilan de 20 années de politique de réduction des prélèvements fiscaux des entreprises. Depuis 1992, le coût de ces exonérations s'établit à 250 milliards d'euros. Pour quel résultat? Un chômage record. Vous entérinez le CICE,
Mais qui va empocher quoi en 2014? Dans le secteur du bâtiment, par exemple, pourtant massivement non délocalisable, le groupe Eiffage, qui pourtant ne se porte pas trop mal, va toucher un chèque de l'État de 94 millions d'euros. Dans celui de la grande distribution, autre exemple, Carrefour empochera un chèque de 125 millions d'euros. Qui en verra la couleur? Les salariés ou les actionnaires? Prudent, vous dites que les parlementaires et les syndicats seront associés à l'évaluation de ces exonérations a posteriori. Mais pourquoi alors ne pas avoir commencé par là, en mettant à plat le contrôle de toutes les aides déjà versées? Dans ces conditions, le zéro charge au niveau du SMIC ne créera pas d'emplois, mais favorisera les politiques de bas salaire et d'emplois précaires. Votre bilan, nous pouvons vous l'annoncer d'avance, ce ne sera pas le recul du chômage. Ce sera le maintien d'un haut niveau de chômage et une nouvelle explosion du nombre de travailleurs pauvres en lieu et place des salariés qualifiés et des salaires décents dont notre pays a besoin. Vous n'avez plus, vous aussi, que le coût du travail à la bouche, mais le tabou que vous ne voulez pas faire sauter, c'est celui du coût du capital, des énormes gâchis financiers dont nous payons l'addition. Ainsi, sur la dette, non plus, vous ne dites pas la vérité. Vous rappelez qu'elle a bondi de 65% en 2007 à 90% en 2012. C'est vrai. Or, vous rapprochez ce chiffre du montant de la dépense publique dans le PIB pour laisser entendre qu'elle en serait la cause. C'est un mensonge, et vous le savez. Parce que dans cette période, ce qui a explosé, ce n'est pas la dépense publique que Nicolas Sarkozy et la droite s'employaient déjà à massacrer. Ce qui a grandi dans cette période, c'est le coût de la crise des marchés financiers, dont tout le fardeau a été transféré sur les États. Allez-vous vous battre contre ces coûts financiers? Allez-vous faire payer les banques? Allez-vous travailler à réduire les taux, à changer les critères du crédit, à changer le rôle et les missions de la Banque centrale européenne? Vous n'en dites même pas un mot. Vous n'avez pas le courage de vous attaquer à la finance. Vous bombez le torse. Mais en vérité, il est plus facile d'être dur avec les faibles que fort face aux puissants. Si vous voulez lutter contre le chômage et vous attaquer aux puissants, passez un peu moins de temps, Monsieur le Premier ministre, avec votre gouvernement, à vos obsessions d'austérité et surveillez de plus près les actionnaires, par exemple ceux d'Alstom, qui bradent le potentiel productif du pays sans vergogne. Allez-vous agir réellement, pas seulement dans les mots, dans ce dossier stratégique pour la nation, quitte à engager la puissance publique? Ou allez-vous continuer, avec le président de la République, à compter les points en jouant les arbitres entre concurrents américains et allemands? L'Élysée et Matignon, que je sache, ne sont pas des sièges de tribunaux de commerce. Alstom, ses turbines et ses TGV sont un bien qui appartient au patrimoine national. La France, dans ce dossier, doit parler haut et fort, sans se laisser dicter la loi par les marchands. Et l'occasion devrait être saisie d'engager le grand chantier d'un pôle public de l'énergie et des transports. Vous ne dites pas non plus la vérité, Monsieur le Premier ministre, sur les conséquences sociales de votre plan. Vous répétez des chiffres, 18 milliards pour l'État, 11 milliards pour les collectivités, 10 milliards pour la santé et 11 milliards pour notre régime de protection sociale. Mais vous entrez assez peu dans les détails, vous bornant à déclarer que toutes les pistes sont envisagées. La ponction va être en réalité massive sur l'emploi et le pouvoir d'achat. Vous confirmez déjà le gel du point d'indice dans la fonction publique, alors que les agents sont pour l'essentiel des petits salaires. 75% des fonctionnaires sont de catégorie C. Et vous confirmez aussi le gel des prestations sociales tout aussi injustes. Vous mettez en avant des mesures entre-emploi, comme le transfert d'une partie de la feuille de paye des smicards. Mais le total de la feuille de paye, dans votre mesure, lui, ne change pas. Et au passage, c'est le financement de la sécurité sociale qui est fragilisé. Vous vantez ces derniers jours la revalorisation maintenue en 2014 des petites retraites, en oubliant de dire que le report d'avril à octobre de cette revalorisation annuelle amputera chaque année leur pouvoir d'achat. Vous parlez de moins d'impôts, mais pour qui? Tous les allègements prévus vont aux entreprises. Et sur beaucoup d'autres questions, vous n'entrez jamais dans les détails.
Vous ne dites pas combien d'emplois seront supprimés dans la fonction publique territoriale. Quels médicaments allez-vous dérembourser? Quels hôpitaux, quels services allez-vous fermer? Quelles aides au logement, aux subventions aux associations allez-vous amputer? Quant aux collectivités territoriales, vous annoncez leur dépeçage. Vous sacrifiez le maillage démocratique local sur l'autel de la réduction des dépenses publiques, suivant à la lettre l'adage libéral qui veut qu'on ne fait pas de bonne austérité sans autoritarisme d'État. Votre réforme territoriale, en vérité, intronise la concurrence des territoires. Vous nous demandez de vous faire confiance, mais commencez alors par jouer totalement et réellement carte sur table. En fait, c'est toujours et toujours le syndrome de la demi-vérité. Si le sujet n'était pas aussi sérieux, vous me faites penser à Coluche qui disait « On ne peut pas dire toute la vérité à la télévision, il y a trop de monde qui regarde ». Enfin, Monsieur le Premier ministre, nous ne voterons pas ce plan pour une raison démocratique et politique essentielle. Vous m'avez compris, vous m'avez compris. Les Français n'ont pas élu François Hollande pour vivre cette politique-là. Ils viennent de le signifier clairement dans les urnes aux élections municipales. Mais tournant le dos plus encore à leurs attentes, le président vous a nommé avec le mandat d'amplifier la politique d'austérité. Mais l'élection présidentielle n'est pas un blanc-seing donné à celui qui l'emporte. C'est un mandat et il est tenu de rendre des comptes devant les électeurs. Or, cette politique n'a pas de majorité populaire. Elle n'a pas de majorité à gauche. Que vous l'assumiez totalement, comme vous l'avez répété plusieurs fois aujourd'hui, en le répétant presque comme un argument d'autorité, ne change rien à l'affaire. Votre plan n'a pas reçu de majorité à gauche à l'Assemblée nationale. Cette politique est menée contre une partie grandissante de la majorité du pays qui a permis le changement en 2012, contre les électeurs du Front de gauche, contre une partie grandissante des socialistes et des écologistes. Cette situation inédite ne fait d'ailleurs que révéler un peu plus l'archaïsme antidémocratique de notre monarchie présidentielle. Nous ne pourrons pas, pour notre part, cautionner ce mode de gouvernement qui en appelle davantage à la discipline présidentielle qu'à la conviction parlementaire et au respect des électeurs. Devant ce triste spectacle, la droite se frotte les mains. Certains applaudissent en sourdine. D'autres vous critiquent pour vous demander toujours plus dans la même direction. Et M. Jean Arthuis vient même de faire les deux à la fois. Et devant ce spectacle affligeant, plus grave encore, l'extrême droite de Marine Le Pen cultive le désespoir. Eh bien, pour notre part, nous ne donnerons pas la main à ce scénario de la défaite. Vous prenez la lourde responsabilité d'engager une politique qui peut conduire à un échec durable de la gauche, au retour aux affaires de la droite et à un renforcement du Front national. Vous rendez les armes idéologiques sans combattre. Ne comptez pas sur nous pour accepter ce reniement. Vous pouvez continuer à penser que le problème du gouvernement tient plus à de la communication, à une question de leadership, à un manque de pédagogie. Vous pouvez continuer à vous voiler la face. D'autres l'ont fait avant vous. Cela ne change rien à la défiance des Français. Alors aujourd'hui, plus qu'hier encore, nous ne baisserons pas la garde. Nous n'abandonnons pas l'idée qu'il existe une voie à gauche et qu'il ne tient qu'à nous de la construire. C'est pourquoi nous disons notre désir de travail avec toutes celles et tous ceux qui, au Parlement et dans le pays, gardent le cœur à gauche, qui doutent et ressentent au fond d'eux-mêmes un profond malaise face aux orientations du gouvernement. À nous de construire une alternative de gauche, celle de la justice et du partage, et qui imagine une alternative qui imagine la France de demain. Oui, une politique de gauche, fidèle aux valeurs de justice et d'égalité reste possible. Vous y renoncez, Monsieur le Premier ministre, nous allons la reconstruire. Merci. La parole est à Jean-Michel Baillet pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ce n'est pas, je crois, dramatiser le débat qui anime le pays et qui se poursuit ce soir dans cet hémicycle que de dire que la France se trouve à un carrefour
de son histoire récente. Alors que s'esquisse une timide sortie de la crise que le monde traverse depuis 2008, les cartes de l'économie mondiale sont rebattues et ce sont déjà les contours du monde de l'après-crise qui se dessinent. Depuis mai 2012, de grands chantiers ont été menés ou lancés. CICE, réforme des retraites, du marché du travail, de la formation professionnelle. Afin que les effets de cette politique se concrétisent dans le quotidien de nos compatriotes, nous devons maintenant en accélérer le rythme et l'ampleur. Le président de la République l'avait annoncé le 14 janvier dernier. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez confirmé lors de votre discours de politique générale. Avec le programme de stabilité, vous fixez un cap économique et budgétaire jusqu'à la fin du quinquennat. Un acte fondateur, venez-vous de dire il y a un instant. L'équation est à la fois simple et périlleuse. Il nous faut rétablir la compétitivité de nos entreprises, l'attractivité de notre économie, favoriser l'emploi, tout en préservant le modèle français de solidarité et en réduisant les déficits des comptes publics. Revenons d'ailleurs sur ce dernier aspect. Entre 2007 et 2012, notre dette publique est passée de 64% à plus de 90% du PIB, par cela même qui nous donne aujourd'hui parfois des leçons de bonne gouvernance. Mais